souci. Merci. Merci. D'accord. Eh bien, bonsoir à toutes. Avant de commencer, je vais vous donner la parole d'abord à chacune de vous pour vous présenter parce que nos internautes ne vous connaissent pas forcément. Donc, je vais commencer par Madame Marie-Alix. Si vous pouvez nous dire qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie en tant que femme leader en politique. Merci. Bonsoir Nora, je suis Marie-Alix Deputer, fondatrice et présidente de la Blue Mind Foundation, qui est une organisation qui déstigmatise la santé mentale et rend accessible le soin partout et pour toutes, notamment en Afrique. Avant ça, j'ai près de 15 ans d'expérience en marketing, communication et affaires publiques sur le continent. J'ai donc accompagné la communication de grands groupes dans le secteur public et privé. Et par ailleurs, j'ai eu plusieurs engagements dans l'entrepreneuriat et également dans la société civile. Et donc, je suis très heureuse d'être là ce soir. Merci de me recevoir. Nous sommes heureuses de vous avoir avec nous. Merci bien. Madame Vanessa Claude Mavila, à vous la parole. Alors, bonsoir à tous. Donc, je suis Vanessa Mavila-Ngakoso, présidente de la Fondation Eboko. Je suis entrepreneur social et je suis également membre du conseil de développement du Sud de l'Aisne dans la commission territoire durable. Et donc, à travers la Fondation Eboko, je mène des actions pour l'atteinte des objectifs de développement durable avec la jeunesse. Voilà. Wow. Eh bien, le panel de ce soir, il est lourd. Nous avons des femmes d'exception avec nous. Merci d'être encore là. OK. Donc, nous pouvons commencer. Moi, j'aimerais d'office, au regard de vos expertises, de vos expériences, j'aimerais déjà que vous puissiez on va rentrer d'emblée dans les challenges auxquels vous êtes confrontés par rapport à la position à laquelle vous occupez. J'aimerais savoir quels sont les challenges auxquels vous êtes confrontés actuellement et comment est-ce que vous travaillez à faire face à ces challenges-là. Donc, Madame Marie-Alix. Merci. Alors, pour cette excellente question, il se trouve que j'ai eu un parcours qui m'a donné l'occasion de travailler dans différents environnements, mais toujours à l'international. Donc, j'ai toujours travaillé notamment sur le continent africain et j'ai mené différents projets, notamment qui concernent la cause des femmes. C'est un sujet qui m'anime depuis plusieurs années. Donc aujourd'hui, dans le cadre de la Blue Mind Foundation, nous sommes une organisation internationale qui existe depuis un an maintenant, mais voilà, dont le projet en fait a commencé il y a 4 ans, mais qui existe formellement depuis un an. Et donc c'est une organisation internationale avec donc des équipes à la fois à Paris, à Douala, à Lomé et à Abidjan. Donc monter une organisation internationale en si peu de temps et avoir des résultats que nous avons aujourd'hui, c'est un véritable défi. Et je pense que comment est-ce que je fais, je pense que la culture, donc les femmes et les hommes qui font les organisations, sont la source ou de la réussite du projet ou de l'échec du projet. Et donc, j'ai une attention particulière aux personnes qui vont collaborer dans le programme, dans le projet, au sein de la fondation. Je pense que c'est vraiment clé. Les ressources humaines sont clés. Et c'est vraiment là où on met l'accent aujourd'hui. Et aussi sur la question des jeunes, parce que on sait que l'Afrique est un des continents les plus jeunes au monde. On a un Africain sur 3 qui aura moins de 30 ans d'ici 2050. Et donc, c'est aussi une attention particulière que nous avons vis-à-vis des jeunes au sein de notre fondation, où toutes les instances de décision et de gouvernance comportent au moins un jeune de moins de 30 ans. Donc, ça aussi, je dirais, c'est l'intentionnalité. Donc, comment on veut diriger une organisation qui compte. Donc, avec qui et comment. D'accord. OK. Merci bien. Madame Vanessa Mavila, au regard de votre expertise, de ce que vous faites sur le terrain avec les jeunes, quels sont les challenges auxquels vous êtes confrontés à votre niveau de leadership? Alors, nous sommes confrontés à plusieurs challenges actuellement, étant donné que nous travaillons avec les jeunes pour tenter de les réinsérer. Donc, nous luttons contre le chômage des jeunes au milieu rural. Et c'est vrai qu'actuellement, on essaye de réinsérer les jeunes en leur apprenant, par exemple, l'éco-construction. Donc, je vous l'ai dit, je pense, dans ma biographie, où nous sommes en train de bâtir, en fait, un village écologique depuis plusieurs années. Et c'est vrai que c'est dans un village assez reculé et nous sommes confrontés justement à ce genre de difficultés. On a une autre difficulté liée justement au projet que nous avons lancé
challenge, je dirais, que nous avons lancé récemment le 8 mars. Donc, c'est un projet justement d'accompagnement des femmes victimes de violences dans les deux Congos. Et c'est vrai que nous travaillons essentiellement avec ces femmes qui ont subi toutes sortes de violences. Et les challenges, c'est vraiment de parvenir à les amener sur le chemin de la reconstruction par des ateliers d'art-thérapie, par la formation, voilà, en leur permettant de bénéficier une formation et de les permettre en fait d'être autonomes à travers un emploi, l'auto-emploi en fait. Voilà. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Bienvenue à Madame Mireille Mouélé. Bienvenue parmi nous. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Je vais bien, merci. J'espère que c'est de même pour vous. Bien, merci. Donc, on peut vous donner quelques secondes pour vous présenter, vu que vous prenez le train en marche, et je vais passer à la prochaine question. Alors, pour me présenter, je vais le dire en 2 mots. Je suis géopolitique et géostratège sur les 5 continents. Je n'ai pas de segment de marché particulier. Je suis fondatrice et présidente exécutive de mon cabinet de conseil d'influence en stratégie économique et de développement, et je suis une personne d'intérêt. J'interagis du haut niveau de la société civile jusqu'aux États, jusqu'au chef d'État, et je suis en opérabilité sur plusieurs domaines, et comme je l'ai dit, sur les 5 continents. Voilà. Wow! D'accord. Merci beaucoup. Bienvenue parmi nous. Et donc, moi, j'ai une question pour vous trois. Vous qui êtes à ce niveau de leadership, est-ce que vous remarquez qu'il y a une forte participation des femmes leaders? Parce qu'on a comme l'impression que la représentativité des femmes à ce niveau de leadership-là est très, très limitée jusqu'à maintenant, en 2022. Quel est votre regard sur cette problématique-là? Et qu'est-ce que vous faites chacune à votre niveau pour faire en sorte que ce ne soit pas seulement une femme, 2 femmes qu'on trouve au sommet des institutions qui essaient de faire bouger les choses? Alors, si vous me permettez, je vais prendre la parole. Oui, je vous en prie. Le continent africain est le premier et le seul continent qui a eu des femmes en haute direction gouvernementale, étatique, même chef d'État, et la dernière est la présidente de la Tanzanie. Donc, nous sommes des milliers et des millions en responsabilité. On nous voit peu. Nous travaillons en sororité. Il existe beaucoup d'associations et beaucoup de comités de femmes à ces très, très hauts niveaux qui sont et surtout une des présidentes aujourd'hui, c'est Ellen Johnson-Shirley, qui est la présidente de l'Africa Women AF. J'ai oublié le nom complet de l'acronyme. Maintenant, être une femme dirigeante politique, donc politique d'abord dans le sens de la cité, parce que c'est ce que Marie-Lise, je crois qu'elle s'appelle, se prénomme, a cité tout à l'heure, c'est que la politique dans son étymologie, c'est organiser la cité, et ça n'est pas d'abord la partisanerie. Et donc, si j'insiste sur ce mot-là, sur cette étymologie et non pas la définition, ça reprend le fait que naturellement, la femme organise la cité, puisque sa première cité, c'est son foyer, c'est sa maison qu'elle met en ordre, où il y a des règles et il y a des disciplines. Il y a des disciplines là-dedans. Maintenant, quand elle sort, c'est que toutes celles qui nous écoutent en ce moment doivent savoir, et qui voudraient devenir aussi des femmes politiques comme nous, c'est de savoir, elles veulent le devenir, pourquoi? Elles veulent être politiques, pourquoi? Et puis, en plus, ça engendre et ça implique et ça impacte beaucoup de choses. Parce qu'il faut qu'elles sachent que c'est beaucoup de budget, c'est des sacrifices, c'est des investissements, c'est des réunions de famille, parce qu'il faut que vous soyez supportés par les vôtres avant d'aller sur la scène publique. La scène publique, c'est dès que vous ouvrez la porte de chez vous et vous n'avez même pas franchi le seuil de chez vous. Parce que si vous habitez dans un immeuble, c'est le voisin qui est en face. C'est que vous impliquez votre famille, il va falloir la protéger. C'est qui va supporter de travailler 24/7, d'aller vers la cité, c'est-à-dire tout le monde, même son contraire, même celui qui se trouve être votre ennemi, lui, mais pour vous n'est pas votre ennemi. Il va falloir savoir lui parler, travailler avec lui, parfois aller faire des alliances avec lui. Est-ce que vous allez dépendre d'une personnalité politique, parce que quand vous avancez, c'est selon votre parcours aussi, parce que si vous êtes attaché à un politique, et ben le jour où il va prendre son parachute doré, il ne vous emmène pas avec lui et ne vous prévient pas. C'est que vouloir être dans la politique, c'est le domaine public. Donc, si les investissements, parce que c'est des budgets de représentativité, on nous voit beaucoup dans des lieux prestigieux avec des hautes personnalités, mais est-ce que les gens savent qu'on s'investit?
c'est de l'investissement. C'est pas de la dépense, c'est de l'investissement. Parce qu'il faut parfois appartenir à des associations où on peut rencontrer ces élites. C'est que c'est un budget de garde-robe. Parce qu'en tant que femme, on ne porte pas des costumes uniformes que comme les hommes. C'est de la coquetterie. Et c'est aussi de se rendre d'un point à un autre. Et que tout n'est pas gratuit. Et quand vous impactez votre famille qui n'a pas forcément choisi d'être là-dessus, jusqu'où seriez-vous prête d'aller votre but, c'est quoi aussi? De faire quel genre de politique? Parce qu'il ne faut pas se lancer comme ça et de dire je connais, et ce n'est pas parce que vous nous voyez et parce qu'on communique aisément qu'il faut croire que tout est facile, parce qu'on a des postures de façade, parce qu'on a beaucoup de coups, et plus que les hommes, et parce qu'on endure davantage, parce qu'on laisse de côté nos époux, c'est des consensus, c'est des consensus avec nos époux, avec nos familles, avec nos enfants, où vous n'êtes pas à l'heure sur leurs travaux et dans leur évolution de vie. Et je laisse la parole à mes autres consoeurs. D'accord, merci bien. Madame Alice, est-ce que vous pouvez nous étayer un peu sur la question au regard de votre expérience par rapport à cette représentativité des femmes qui est limitée, par rapport au prix qu'elles doivent payer, par rapport aux sacrifices qu'elles doivent faire, qu'on ne voit pas toujours, lorsqu'elles sont devant de la scène, on ne voit pas toujours les sacrifices qu'elles ont fait en backstage. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience par rapport à ça? Et qu'est-ce que vous faites pour que des jeunes filles qui n'ont pas nécessairement les moyens pour se lancer en politique puissent se lancer? Parce que la vérité, c'est ça aussi. Je pense que c'est une excellente question et c'est aussi bien qu'on puisse se dire les choses, parce que j'ai entendu la Madame Ouellet dire les choses et rentrer dans le vif du sujet. Le fait qu'il y ait aujourd'hui un certain nombre de femmes dans des positions de responsabilité ne doit pas nous faire oublier la dissymétrie qui continue à exister, et non seulement en termes d'accession au poste de responsabilité, mais aussi pour le maintien, en fait, à ce niveau. Parce qu'en fait, ce dont on ne parle pas, c'est du fait que parfois, on va retrouver des femmes à un certain niveau, et puis après, tout d'un coup, on ne sait plus où elles sont. On les a perdues. Donc, on ne doit pas oublier que le fait on ait des taux importants de femmes chefs de gouvernement au Togo, au Gabon, etc., ne doit pas nous faire oublier que ce n'est pas la majorité. Donc ça, c'est mon premier point. Le deuxième point, c'est de dire, effectivement, aujourd'hui, on parle du why. En fait, c'est un peu ça la question. Pourquoi on fait ce qu'on fait et pourquoi est-ce qu'on s'engage? Parce que la réalité, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est non seulement les prix à payer d'un point de vue personnel, d'un point de vue économique, d'un point de vue sociétal. C'est Wangari Maathai qui a eu le prix Nobel, mais qui a dû sacrifier toute sa vie personnelle, qui a dû, voilà, que ce soit son mariage ou même sa relation avec ses enfants, qui en a beaucoup souffert. Et c'est aussi de ces prix dont on veut parler. Ce que je veux aussi dire, c'est que n'oublions pas que nous ne sommes pas seuls. Et donc, je vais peut-être prendre des exemples très concrets en termes d'engagement aujourd'hui. Nous avons un comité de direction au sein de la Fondation qui est constitué exclusivement de femmes. On a sur 5 membres du conseil d'administration, il y a un seul homme. Donc, c'est aussi l'intention. C'est-à-dire quand on met en place des organisations, qui est-ce qu'on va choisir et pour quelles raisons? Donc là, on va rentrer dans un autre exemple. On parlait d'argent tout à l'heure. J'ai cofondé il y a quelques années un réseau de femmes business angels avec l'idée donc de connecter des femmes investisseurs avec des entrepreneurs africaines, parce que on ne le dit pas assez ou alors on le dit timidement, but money is power. Quand on sait qu'aujourd'hui les femmes vivent en moyenne 30 000 il y a 30 000 jours en fait pour les femmes pour toute leur vie, et il y en a que 28 000 pour les hommes. Quand on sait qu'on est à compétences égales moins bien payés que les hommes, la question de l'argent est une question cruciale dont on parle peu. On est peu éduqué sur ces questions et en fait il faut en parler. Il y a souvent cette phrase que je dis, c'est money is like oxygen, don't let anyone bring a supply. I mean, on doit maîtriser également les questions économiques parce que ces questions économiques sont importantes. Il y a également la question de nos voix, nous qui parlons. Il faut s'assurer que nous ne soyons pas seuls à être entendus. Donc, j'ai créé et j'ai lancé il y a quelques années un challenge dont l'objectif était de faire lire des autrices africaines, notamment au moment où on parlait des femmes africaines qui font beaucoup d'enfants, etc., etc. Je me suis dit, à un moment donné, ça suffit. Les femmes africaines parlent, il faut les écouter. Les femmes africaines écrivent, il faut les lire. Donc, d'abord, il faut acheter leurs livres et ensuite, il faut les lire. Donc, c'est aussi comment on met en action ces convictions qui démontrent dans le concret notre engagement dans la durée. Maintenant, on parlait des plus jeunes. Il y a
Bien sûr, tous les mentorats, toutes les actions de mentoring qu'on peut avoir vis-à-vis des plus jeunes que nous qui viennent, que ce soit parce qu'elles sollicitent des conseils ou qu'elles sollicitent des mises en relation. Et ce que je dis toujours, c'est donner, être mentor d'une personne, c'est bien. Être sponsor de cette personne, c'est mieux. C'est-à-dire sponsor, c'est-à-dire recommander la personne, lui ouvrir des portes, donner son nom dans des endroits où on ne la connaît pas, recommander des gens, ça aussi, ça a du pouvoir. Et bien sûr, investir. Si ce n'est pas dans une formation, ça va être, si on entend parler d'un programme de fellowship, le faire savoir, partager en fait les opportunités qu'on a. Et si par exemple on est invité pour un panel, par exemple, j'ai des invitations, je ne peux pas y aller, je vais dire voilà, écoutez, il y a quelqu'un de très bien que je connais qui pourrait vraiment faire le job et être parfaite sur votre panel. C'est aussi ça, je dirais, mettre en action ce qu'on dit et le faire en pensant aux générations qui viennent. Après, quand on dit ça, il ne faut pas qu'on fasse penser que c'est facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Voilà. Okay. D'accord. Merci beaucoup. Vous avez entamé mes deux autres questions. Mais j'ai une dernière question pour Madame Vanessa Claude parce qu'il nous reste à peine 5 minutes. J'aimerais savoir, vous qui accompagnez les jeunes, on parle aussi de femmes leaders et de développement durable. Donc, il y a l'aspect financier qui intervient, il y a l'aspect économique qui est là. Est-ce que le modèle que vous avez mis en place dans l'accompagnement de ces jeunes-là leur garantit cette capacité financière de se prendre en charge et d'impacter leur communauté sur le plan finance? Parce que c'est de ça qu'il s'agit en fait. On parle de développement durable, mais il n'y a pas de développement durable sans argent. Donc, vous, à votre niveau, est-ce que le modèle que vous avez mis en place, avec votre leadership, votre influence, permet cela à ces jeunes-là? Alors, je dirais que oui. Alors, le modèle que nous avons mis en place, c'est justement permettre à ces jeunes qui étaient à la maison, qui ne faisaient rien et qui n'avaient pas de revenus, de pouvoir justement avoir un revenu tout en se formant. Donc, c'est ce que nous avons mis en place et ça permet en fait à ces jeunes de se prendre en charge et également d'aider leur famille. Parce que là, on travaille essentiellement avec des jeunes qui sont situés dans des zones très éloignées, là en l'occurrence dans le nord de la République du Congo. Et à travers la formation, ils bénéficient aussi, on les encourage à apprendre un métier et à apprendre l'éco-construction, mais derrière, ils ont également une possibilité de subvenir à leurs besoins. Voilà. Ok, d'accord, super. J'aimerais rebondir sur ce que Mme Alix a parlé. Elle a parlé de mentorat et de sponsors. Pour Mme Mireille et Mme Vanessa, est-ce qu'à votre niveau, vous avez des programmes de mentorat, vous avez des incubateurs pour pousser ces jeunes filles-là qui sont encore à l'université, qui ont la vision, qui ont l'ambition, à arriver au sommet, au niveau où vous êtes arrivés? Est-ce que, parce qu'elle a parlé de ça et aujourd'hui, on rebondit développement durable, d'accord, mais la prochaine génération, est-ce que vous la préparez? Est-ce que vous avez mis des programmes en place? Est-ce que vous avez fait des plaidoyers au niveau des chefs d'État, des ambassadeurs, des personnes influentes pour que ces jeunes filles, on puisse les hisser au plus haut niveau? Donc, à vous la parole, Madame Mireille. 2 minutes. Oui, alors, je vais être effectivement très succincte. J'invite toutes les personnes qui sont en train de nous écouter d'aller sur Internet et de taper mon nom qui s'affiche, d'aller taper Mireille Mouélé. Là-dessus, ils auront effectivement toutes les informations à la question que vous êtes en train de me poser. Je me présente aussi également sous un autre statut parce qu'aujourd'hui, je suis la seule femme aux origines africaines qui se soit présentée à la candidature de la présidence d'un des plus grands partis politiques en France. Il n'y a aucune femme aux origines africaines qui se soit présentée à la présidence d'un parti politique en France. Je suis la seule, c'est inédit. Et vu l'évolution de la politique en France, je pense que je serai la seule et l'unique. Oui, donc moi, aujourd'hui, j'ai un sacré patrimoine vivant de ma personne. Donc, j'ai acquis tous les codes parce que au niveau de la France, je suis dans l'intériorité et au cœur du réacteur et je ne peux pas en dire plus. Et je fais la transmission. Et oui, quand on est en politique, c'est un budget, c'est aussi un budget de campagne, parce que la partisanerie, ça n'est ni plus ni moins que de l'affairisme. Et donc, que vous soyez une simple personne politique ou que vous montez des niveaux en politique, vous avez besoin de budget parce que c'est des financements. Demain, vous voulez vous lancer à une élection, le parti ne vous finance pas toute la campagne. Et donc, c'est des fonds que vous devez aller chez des donateurs, que vous devez aller demander à votre communauté. Et comment vous gagnez une campagne électorale? Vous la gagnez d'abord sur votre communauté culturelle et après avec votre communauté corporatiste.
Donc oui, je suis en train de transmettre ce patrimoine vivant et ces codes-là à des personnes que je dirais peut-être mes disciples qui vont récupérer tout ce que moi je sais. Et au niveau où je suis aujourd'hui, je discute de personne à personne avec des chefs d'État et en particulier avec les chefs d'État d'Afrique. Donc, je suis en train d'évoluer et en train d'impacter. Et ça, même Vénitia le sait. C'est bien pour ça que je fais partie de ce panel. Ok, super. Madame Alix, on va vous demander votre mot de la fin. Je vous donne la parole pour 1 minute parce que notre temps est bientôt écoulé. Je vais dire encore la même chose que tout à l'heure, que ce soit dans la société civile, que ce soit pour exercer des fonctions au plus haut niveau des États ou des administrations territoriales, peu importe le niveau en fait où on se situe, peu importe le lieu, ça peut être au lycée, ça peut être à l'université, engageons-nous. Il n'y a que ça en fait. Il y a aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est vrai, il y a aussi nos propres freins. Parfois, on n'ose pas y aller. Et bien, en fait, il faut pouvoir y aller pour pouvoir augmenter cette représentativité-là. Et aussi de dire et de rappeler que s'engager dans la société, ce n'est pas seulement le politique au sens avoir des fonctions ministérielles. Et je pense vraiment que tout le monde n'a pas cette vocation, mais tout le monde a vocation à s'intéresser à la vie de la cité et la rendre meilleure pour toutes et pour tous, et notamment pour les générations qui nous suivent. Ok, super. Madame Vanessa Claude, un dernier mot? Alors, le dernier mot, c'est que je rejoins Madame Alix, où j'invite vraiment des femmes à s'engager davantage. D'ailleurs, nous avons mis en place au sein de la Fondation des campagnes de sensibilisation au leadership féminin au sein des écoles de la République du Congo, où justement, on invite les jeunes à se surpasser, on invite les femmes à s'engager davantage, voilà, tout simplement. Wow, super. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour ce panel. Il a été enrichissant, quoique le temps a été bref. Moi, je termine en me présentant. Je suis Cabré Nora, je suis consultante en marketing. Je fais partie des jeunes leaders pour la paix. Voilà. Et j'ai un mentor également. Donc, lorsque Madame Alix a parlé de mentorat et de sponsor, je me suis retrouvée dedans parce que je suis allée au Niger pour un panel, une table ronde. On s'est retrouvés avec des chefs d'État, des femmes leaders médiatrices pour la paix. Et je n'aurais pas pu, en tant que jeune qui me retrouvait à un tel niveau, à faire des interventions si je n'avais pas été mentorée, si je n'avais pas été encouragée. Donc, c'est la réalité de jeunes filles qui ont des capacités de leadership, qui ont la volonté de s'afficher, de défendre des idéaux, il faut réellement les accompagner. Il n'y a pas de développement durable sans personne. C'est d'abord le capital humain qui fait le développement durable. Donc, merci d'avoir été des nôtres. Il n'y a pas que les mentors, merci. Il y a aussi les anges gardiens. Parce que les mentors sont là pour vous transmettre, vous enseigner, mais les anges gardiens sont là pour vous protéger autour. Exactement, exactement. Merci beaucoup, Madame Mireille. Merci Madame Alix. Merci de nous avoir. Merci beaucoup. Et bonne Merci. Au revoir. Bonne soirée.